Chers amis du bonheur, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et pour être honnête, je suis surtout soulagée de vous voir aujourd'hui parce que vu la thématique, en la relisant pour préparer cette rencontre, je me suis dit que c'était pas gagné quand même, qu'il y ait du monde dans la salle. Donc c'est vrai que bon, je suis heureuse, mais aussi soulagée parce que c'est vrai quand on lit le sujet de cette table ronde, ça ressemble plus à un sujet de philo ou grand oral de l'ENA. Donc voilà, j'étais un petit peu inquiète et puis en y réfléchissant et avant de rentrer un peu dans le contenu, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment pour qu'on en soit arrivé là? Je vous laisse le relire, hein, tous ces mots compliqués, contradictoires. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de certains? Alors d'abord, bon, j'espère qu'ils ne sont pas là, mais vous leur rapporterez. Il faut savoir que Marie-Hélène et Yann ont un biais cognitif. Alors il est peut-être incurable, je ne le sais pas encore, mais ils ont un gros biais cognitif, bon, qui est tout à notre honneur, enfin en tout cas de la structure que j'ai la chance de représenter. Quand ils pensent territoire, ils pensent ADEFPAT. Donc ça c'est un petit problème chez eux, c'est pas très grave, je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est l'ADEFPAT. Donc comme je suis la directrice de l'ADEFPAT, ils ont pensé à moi, donc ça c'est un petit souci, mais qu'on arrive un petit peu à corriger. Et donc ils ont décidé de m'associer à une séance un petit peu de délire, de brainstorming collectif pour réfléchir à quelle allait être la thématique de cette année 2023 de Procréa. Donc ça a été présenté ce matin, je ne vais pas y revenir, et dans notre délire un petit peu collectif, eh bien, on est parti au début sur la notion du couple amoureux, alors avec ses joies, ses déboires, le premier rendez-vous, le premier baiser, le mariage, les premiers enfants, les infidélités, etc. Bon, bref, on est allé très loin, et puis à un moment on s'est dit non, on s'égare, au moins recentrons-nous sur la notion de couple entre l'accompagnant et l'entrepreneur. Oui, quelqu'un cautionne, donc on est bien revenu quand même sur le sujet. Et quoi qu'il arrive dans un couple, quel qu'il soit, il y a un moment, il y a cette notion de bonheur, d'où la thématique qui vous a été présentée ce matin. Bon, mais vous allez me dire, le bonheur, ça fait pas tout le titre, hein, ce titre un peu philo, un peu compliqué. Et puis, au fil des lectures, des rencontres, des pas de côté, des cadeaux de calendrier de l'Avent, clin d'œil à Marilyn, eh bien, on a enrichi la notion de bonheur territorial brut avec des notions que vous connaissez peut-être déjà, la notion de responsabilité territoriale des entreprises, que je vais parfois évoquer en disant RTE, et du coup, on a imaginé une autre notion de responsabilité entrepreneuriale des territoires. Voilà un peu, vous expliquer simplement pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, dans un Procréa dédié à Marie-Hélène arrive, elle ne m'a pas entendu. Je vais parler, tu avais un petit biais cognitif, mais on en reparlera plus tard. Voilà. Ah, mais elle est là, mais il faut que tu te mettes devant. Alors, dans un Procréa dédié au bonheur d'entreprendre et d'accompagner, il nous semblait intéressant d'interroger conjointement à la fois le rôle de l'entrepreneuriat dans le développement harmonieux et heureux, je dirais, du territoire et de ses habitants, mais aussi le rôle du territoire. Alors, quand je vais dire territoire, là aussi on pourrait y passer des heures. Marilyn y reviendra tout à l'heure. Pour moi, en tout cas, quand je vais dire territoire, c'est au sens large. C'est les collectivités, les acteurs locaux de l'accompagnement, de l'emploi, de la formation. Donc, c'est tout l'écosystème territorial qui va permettre la réalisation d'un projet. Voilà, donc je vais rester sur ce mot un peu valise, sur lequel on va revenir. Donc, aussi réinterroger le rôle du territoire pour un développement économique, souhaitable et soutenable pour l'ensemble de ses parties prenantes. Donc on va vraiment réfléchir sur la responsabilité réciproque des territoires et des entrepreneurs. Donc l'objectif que l'on s'est donné tous les 5 de cette table ronde, c'est d'une part de vous faire toucher du doigt une notion encore un petit peu émergente qui ne fait pas l'unanimité, sur laquelle je ne suis pas spécialiste, qui est le bonheur territorial brut.
de vous faire découvrir ou redécouvrir la notion de responsabilité territoriale des entreprises, et c'est-à-dire pour vous essayer de vous permettre de l'appréhender au quotidien et de voir comment vous pouvez peut-être l'utiliser dans vos process d'accompagnement. Et troisième objectif, de voir un petit peu comment ont évolué ces dernières années la notion d'attractivité territoriale, et de voir aussi comment les territoires ont fait évoluer leurs outils pour accompagner le développement économique. Voilà un petit peu les objectifs qu'on s'est donnés. Alors, pour essayer de les atteindre, donc on a une équipe fraîche, dynamique et heureuse. Voilà. Donc, nous avons avec vous Ghislaine Gola, qui est professeure de marketing à Montpellier, spécialisée plutôt sur le marketing territorial. Ça tombe bien. Nous avons Pierre qui nous vient de Bordeaux, mais qui travaille aussi sur 7 départements, sur la Nouvelle-Aquitaine, et qui représente aujourd'hui ATIS, qui est une association territoire et innovation sociale, et qui fait beaucoup de choses, mais qui porte notamment des programmes d'incubation, ESS, et une démarche autour de la fabrique à initiative. Voilà. Marilyn Filippi, qui est professeure d'économie à Bordeaux et qui a notamment dirigé un ouvrage sur la responsabilité territoriale des entreprises. Voilà. Et Benoît, donc vous avez les noms derrière, Benoît, qui est le directeur de Covaldor Expansion, qui est une agence de développement économique sur le nord du Lot. Voilà un petit peu. Et moi-même, donc je me présente, Bénédicte Dupré. Je suis directrice de la DEVPAT. Et la DEVPAT, voilà, vous vous rappelez le biais cognitif de nos charmants organisateurs. La DEVPAT, on est une association, une vieille association qui a 40 ans. Et on accompagne les projets sur 6 départements du nord de l'Occitanie, quel que soit leur statut, quel que soit leur secteur d'activité ou leur stade d'avancement. Et on va les accompagner avec une méthode qui va coupler le développement des compétences, la sortie opérationnelle d'un projet et l'ancrage territorial. Voilà un petit peu, c'est une méthode assez particulière qui est propre à la région Occitanie. Voilà un petit peu pour vous situer pourquoi on est là aujourd'hui. Et du coup, on va commencer, et la caméra va me remercier, je vais m'asseoir, par aborder, je dirais, commencer à étoffer la notion de bonheur territorial brut. Alors, vous connaissez tous le PIB. Voilà, facile. Mais il est quand même, c'est un indicateur qui est reconnu par beaucoup comme insatisfaisant lorsque l'on veut mesurer le progrès social ou le progrès économique. Donc, dès les années 90, c'est l'ONU qui fonde l'IDH. Je ne sais pas, ça doit vous parler à certains, l'indice de développement humain. Donc, on rajoute au PIB la notion d'espérance de vie et aussi de niveau scolaire. Voilà, donc les choses commencent à avancer un petit peu. En 2018, il y a un rapport très important qui sort en France notamment, qui est le fameux rapport Stiglitz. Et là, il va vraiment prendre en compte la notion de bien vivre, de bien-être, de bonheur. On ne va pas rentrer dans le détail, même si c'est différent de ces différentes notions. Et vraiment, cette notion de bien-être et de bonheur en l'instituant comme véritable indicateur national. Donc ça y est, on voit qu'à partir de 2008, les choses sont en train un petit peu de se mettre en place sur cette notion de bonheur. Bon, il faut savoir aussi que depuis 2012, les Nations Unies, chaque année, publient un rapport, le rapport sur le bonheur dans les pays, donc un rapport qui mesure le bonheur dans les pays. Et la France, c'est 23e derrière le Mexique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on compare juste le PIB. Donc voilà, ça évolue. Donc on voit que les indicateurs au PIB, il y en a plein, ça émerge. Et on remarque aussi qu'à chaque fois, c'est sur une approche nationale. On va mesurer des données nationales, plutôt dans une posture descendante. Donc voilà, il y a des chercheurs, des politiques publiques qui vont définir ce qu'est le bonheur, et puis après chercher des indicateurs et des sources de données pour pouvoir le mesurer.
paradoxalement, on peut se dire, mais bon, super, on est effectivement dans une société qui est en recherche de sens, mais c'est peut-être aussi un peu paradoxal, avec deux tendances que l'on observe tous, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais cette approche du bonheur un peu exogène, quelque part, de mesure du bonheur, c'est un peu paradoxal avec deux tendances. La tendance un peu du retour au local. Alors, bon, oui, bon, bah, ok. Et ce retour au local, on le perçoit tous dans plein de domaines. Et ça, ce retour au local, ça a été encore accéléré avec l'épisode Covid. Et une autre tendance aussi qu'on remarque, chacun dans nos quotidiens, c'est une aspiration des citoyens à participer, cette fameuse participation citoyenne. Donc voilà, on a quelque chose qui peut s'apparenter à des définitions du bonheur, mais avec une dimension nationale, et puis des aspirations un petit peu plus locales, et on a du mal encore à ce que les deux soient raccords. Et c'est là que le BTB, le bonheur territorial brut, commence à prendre forme. Bon, et en fait, c'est là aussi que les choses se compliquent, vraiment. C'est que ça se complique vraiment parce que la définition du bonheur, bah, vous êtes d'accord, c'est variable entre les disciplines, tout le monde n'est pas d'accord, les cultures, les lieux, les personnes. Le bonheur, ça peut être objectif, ressenti. Le bonheur individuel est quand même difficilement décorrélable d'un bonheur collectif. Le bonheur individuel, c'est la combinaison d'aspirations personnelles et de voir comment l'environnement proche permet de remplir ces aspirations, sachant que l'environnement influe sur les aspirations. Donc on voit vite que cette notion de bonheur, c'est super compliqué, vraiment, et à définir et encore plus à mesurer. Donc on est sur un concept relatif et multidimensionnel dont la mesure est vraiment complexe. Donc on pourrait se dire, bon, c'est vraiment trop compliqué, on arrête là. On arrête là. Ben non, non, il y en a qui se sont dit, non, il faut continuer, parce que c'est vraiment quelque chose de très pertinent, parce que ça serait un fabuleux outil, notamment, pour rendre des politiques publiques très précises, efficaces, qui répondent vraiment aux besoins et aux aspirations des habitants. Sachant que un habitant, il est à la fois, il peut être travailleur, salarié, il sort, il est prof, il est parent d'élèves, après il va faire du sport, il est bénévole dans une association, etc. Donc les besoins d'une personne sur un territoire peuvent varier d'un moment à l'autre. Et puis, je ne sais pas vous, mais on a tous observé des grandes tendances, des politiques publiques. À un moment, on a fait des routes. Tac, tac, tac. Voilà. Après, des salles des fêtes. Maintenant, on fait des tiers-lieux. Super. Ça répond à un besoin, je ne dépasse pas là-dessus. Mais in fine, est-ce que les gens sont plus heureux parce qu'il y a plein de tiers-lieux ? Moi, je ne sais pas. Du coup, on peut s'interroger de la pertinence et de l'efficacité de l'action publique. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas lâché l'affaire de ce fameux bonheur territorial brut. Et c'est le Conseil de l'Europe, dans les années 2000, qui met en place une méthode qui s'appelle Spirale, sur certains départements dans la Gironde, notamment, qui ont testé, Mulhouse, je crois. Cette méthode Spirale, elle va partir sur les mêmes fondamentaux, mais elle va prendre quelques acteurs d'un territoire et elle va les aider en co-responsabilité et en co-construction à définir ce que c'est que le bonheur de ce groupe d'acteurs avec cet ancrage territorial. D'une part, le définir, d'autre part, le mesurer, et d'autre part, définir ensemble les moyens pour l'atteindre. Donc vraiment, cette approche spirale réinverse complètement les logiques d'IDH, du rapport Stiglitz, etc., en partant des acteurs du territoire et quel que soit leur secteur, et l'idée d'avoir un groupe assez hétérogène. Donc, on voit bien que à la notion de bonheur, même si ça peut paraître contradictoire, mais si on pourrait éviter le sujet, ça m'arrangerait, il y a la notion de responsabilité qui arrive, la notion de territoire, et du coup, il y a le double défi qu'on va essayer de voir comment avancer, le défi de définir le bonheur.
ces composantes et de voir comment on peut y travailler entre approches individuelles et collectives. Et puis le défi, d'une part, de bien cerner les potentialités d'un territoire et de voir comment ces potentialités peuvent être mises au service du bien-être, du bien-vivre des femmes et des hommes qui y vivent. Comme on est quand même à Procréa, on va se dire, mais mince, l'entrepreneur dans tout ça, quoi. Il est dans une voie super, c'est chouette. L'entrepreneur dans tout ça. Et du coup, vous accompagnant, comment prendre en compte, je dirais, ces évolutions qui s'accélèrent. Voilà, qui s'accélèrent. C'est pas une tendance, c'est pas un signe faible. Hein, ça commence quand même à prendre de l'ampleur. D'où la présence aujourd'hui des intervenants que je vous présentais. Et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que on va s'attarder un petit peu sur la notion de responsabilité territoriale des entreprises et on va demander à Marilyn quelques éléments pour nous dire c'est quoi ce truc, de quoi on parle, mais moi je connais la RSE, mais la RTE c'est quoi? Voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? C'est bon? C'est bon là? Ouais. Eh bien, merci beaucoup pour la question et en tout cas déjà bonjour à toutes et à tous. Bravo d'avoir supporté la chaleur pour venir discuter du bonheur territorial brut ou peut-être du bonheur est dans le pré ou voilà, on va peut-être voir ce que ça entraîne. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Sur un sujet, ma foi, qui questionne beaucoup. Alors moi, je vais me concentrer sur la responsabilité territoriale des entreprises. Hein, on va déjà en discuter, d'essayer de définir ce que c'est et ce que ça peut impliquer pour vous. Et je dirais que je commencerai tout simplement par rappeler un sondage d'Aris qui a été réalisé pour ESS France en septembre 2022. Qui disait que 61% des Français faisaient confiance aux entreprises pour mener des politiques de développement équitable, durable. Que 96% de ces Français estimaient que les entreprises, elles devaient avoir un développement responsable, territorialement. Alors après, on peut se poser tous la question de qu'est-ce que c'est le développement territorial des entreprises. Et ça, la RTE, on ne sait pas ce que c'est, mais par contre, les Français pensent que c'est important. Et il y en a 3 sur 4 qui considèrent que les TPE et les PME, elles sont plus responsables territorialement que les grandes entreprises, en particulier les multinationales. Donc effectivement, et Bénédicte l'a bien souligné dans son introduction, la question du territoire, aujourd'hui, elle monte partout dans la sphère économique, politique, sociale, comme étant un lieu de co-création et de solution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est prise dans une crise qui est très complexe de par les différentes dimensions de cette crise sociale, économique, démographique, politique, de pressions très importantes, le changement climatique et l'accroissement des inégalités économiques et sociales. Et avec la conjonction de ces deux forces-là, on se dit, en fait, c'est sur le territoire qu'on va pouvoir créer de la solution. Et donc, on est sur cette articulation locale-globale. On a des défis, des challenges qui se passent au niveau mondial, mais par contre, les solutions, elles sont peut-être à réfléchir concrètement au niveau des territoires. Alors, du coup, effectivement, cette notion de responsabilité territoriale des entreprises, elle arrive et on se dit, mais c'est quand même quelque chose qui est très, très proche de la responsabilité sociale des entreprises, la RSE. Et certains d'entre vous sont soit responsables RSE dans des entreprises, ou dans des collectivités, ou dans des associations, et donc sont amenés à réfléchir à un modèle de développement qui ne soit pas seulement de servir du dividende à des actionnaires, mais de vraiment prendre en compte les 3 dimensions. Il faut être durable économiquement, il faut être rentable sur un marché, que ce marché soit local ou international. Il faut être en social, sociétal, faire attention aux employés, mais aussi à toutes les personnes qui vont être en lien avec les entreprises. Et puis, évidemment, l'environnement, prendre en compte cette durabilité dans ces différentes facettes. Pour autant,
cette responsabilité sociale des entreprises, alors il y a les indicateurs du bonheur, certes, mais aujourd'hui on a beaucoup, pour les entreprises, on a beaucoup de certifications, de labellisation. On le voit avec, par exemple, l'ISO 26000 et l'ISO 26030, qui est la responsabilité sociale des entreprises appliquée à la chaîne alimentaire. On a un certain nombre de certifications. On a par exemple B Corp, qui au niveau international est un référentiel pour inciter les entreprises à démontrer qu'elles sont effectivement responsables et qu'elles prennent en compte et en considération l'impact de ces entreprises sur l'environnement, sur les territoires. Et puis, on a des lois également qui contraignent de plus en plus, en particulier les grandes entreprises, la loi AGEC, la loi sur le gaspillage, un certain nombre d'éléments qui font que progressivement, on cherche à mesurer l'impact et on cherche à contraindre les entreprises à être plus attentionnées à ce qu'elles font sur le territoire. Alors nous, il nous a semblé, c'est un travail qu'on a mené à la fois avec des chercheurs, des universitaires, mais aussi en parallèle avec des acteurs. Et Atis, par exemple, a participé à la Constitution. Donc vous pouvez retrouver les travaux qui ont été menés l'année passée dans le livre blanc sur la responsabilité territoriale des entreprises. On a cherché à comprendre quels étaient les processus qui étaient derrière. Est-ce que finalement, quand on dit RTE, c'est la même chose que RSE, territorialisé, décliné, ou bien est-ce qu'il y a autre chose ? Alors si on regarde le référentiel RSE, par exemple, de l'ISO 26000, effectivement, dans l'ISO, on a un des piliers qui dit qu'il faut travailler avec les parties prenantes, il faut faire attention à son territoire. Puis si on regarde les entreprises et les organisations de l'économie sociale et solidaire, eh bien sûr, là aussi, on a, pour les coopératives, par exemple, dans les critères, dans les valeurs du modèle, c'est faire attention aux associés et à la communauté. Donc ces principes coopératifs, on voit bien que quelque part, ils ouvrent déjà la porte à « mais qu'est-ce qu'on fait sur le territoire ?» Eh bien, les travaux qu'on a menés, on s'est dit, si c'est la même chose, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose d'autre ? Et s'il y a quelque chose d'autre, ça vous impacte directement parce que vous êtes au plus près des entrepreneurs, vous êtes au plus près pour les accompagner, pour les aider à pouvoir développer une activité. Et donc, effectivement, dans la responsabilité territoriale des entreprises, il nous semble que c'est un entreprendre en collectif et en responsabilité pour le bien commun. Et ça va générer deux changements très différents par rapport à une RSE. Alors je ne dis pas que les entreprises qui sont très engagées RSE, quand elles le mettent au cœur, elles ne font pas de la RTE, mais il y a quand même un changement qui repose sur deux forces différentes. La première, c'est que quand on est dans un processus de responsabilité territoriale des entreprises, on va basculer de l'individu au collectif. Ce qui va faire la différence, c'est que vous allez créer de la valeur, vous allez vous insérer dans un système d'interdépendance. Et donc, ce n'est pas seulement l'entreprise qui va regarder son impact, mais c'est l'entreprise qui va co-construire avec d'autres acteurs sur le territoire un système, un écosystème plus soutenable, plus responsable. Et ça va revenir sur la notion de qu'est-ce qu'on appelle un territoire. Mais qu'est-ce que c'est le territoire ? Alors nous, on a travaillé avec des collectivités territoriales qui nous disaient « Ah bah nous, c'est facile, hein, le territoire, découpage administratif, c'est notre zone où on est légitime, donc voilà, c'est facile. » Et puis, les collectivités territoriales qui ont participé aux ateliers de l'RTE se sont dit « Finalement, c'est pas si évident que ça, quoi. » Et donc les entreprises aussi, elles se sont dit « Mais c'est quoi mon territoire ?» Eh bien, un territoire, c'est tout simplement un... J'aime bien le mot « simplement », ça fait bien chercheur, ça. C'est un co-construit. C'est le fait d'être développé par l'action, les interactions entre des acteurs. Donc effectivement, il y a une proximité géographique qui va favoriser la mise en relation et une proximité organisée, comme Pierre va le reprendre, pour mettre en place des structures, des modes de partenariat permettant de co-construire une dynamique territoriale. Ça signifie que quand on s'ancre sur un territoire, on peut avoir, je dirais, trois façons de s'ancrer. On se localise et puis, tiens, on a à côté une subvention, on va partir et on casse l'emploi, on casse les outils qu'on avait.
On peut s'ancrer sur un territoire parce qu'on est là pour piller un territoire, exploiter ses ressources. Hein, je ne fais pas de dessin sur les investissements étrangers quand on est sur un territoire comme l'Afrique, hein, où on n'est pas là pour développer le bien-être ou le bonheur des Africains. On est vraiment là pour... voilà. Et je fais à dessein... Je prends à dessein cet exemple pour bien nous sortir d'ici, alors que je suis sûre que dans la région, on peut trouver exactement le même type d'exemple. Et puis l'ancrage, ça peut être la façon de valoriser la ressource. Et en valorisant cette ressource, la valeur qui est créée, c'est une valeur qui est collective. Et c'est ça qui est très important, parce qu'on va progressivement co-construire quelque chose sur lequel on s'ancre, et le fait de partir, eh bien on va perdre. Et c'est ça la différence dans les processus de développement territoriaux tels qu'on les dessine. Donc la première force, la première différence, c'est le basculement entre l'individu et le collectif. Et puis la deuxième grande caractéristique, c'est de partir des besoins. On part des besoins des acteurs et on co-construit l'offre. Alors aujourd'hui, il y a des exemples déjà d'entreprises ou d'organisations qui sont sur ces processus de responsabilité territoriale des entreprises, comme par exemple les dispositifs territoire zéro chômeur de longue durée. On part du besoin du chômeur et on co-construit un emploi. Eh bien, c'est une inversion de logique qui est très très importante, parce qu'avec cette inversion, on pense différemment l'entreprise dans son écosystème, on pense différemment la collectivité territoriale dans la gestion et l'accompagnement aussi bien des entreprises que des associations. Et ça permet de repenser finalement toutes les compétences, toutes les modalités d'intervention sur un territoire à partir des besoins réels, concrets du territoire. Et donc ça, ces deux processus-là, et on va revenir après sur plus en détail, mais ce sont deux processus qui différencient radicalement et qui caractérisent la responsabilité territoriale des entreprises, et qui fait que c'est une affaire de tous, pour apporter, alors je ne sais pas si c'est du bonheur, mais au moins pour apporter du sens à la fois au travail, à la fois à l'engagement et à la fois à la communauté dans laquelle on va s'insérer. Voilà, Bénédicte. Naturellement, tu as passé le micro à Pierre, et effectivement, au-delà d'avoir collaboré, est-ce qu'avec tes pratiques, je dirais, de structure d'accompagnement de terrain, comment vous, à ATIS, vous avez intégré cette RTE, responsabilité territoriale des entreprises, ou au moins la dimension territoriale? Merci, bonjour à tous. Alors nous, pour ce qui concerne ATIS, donc on s'occupe effectivement d'incubateurs de projets dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Donc on a vraiment une typologie de public qui est spécifique à l'économie sociale. Donc c'est des projets collectifs qui vont avoir une autre finalité que la simple profit, notamment, et un caractère collectif. Donc en fait, cette question du territoire, de l'inscription du territoire, elle est au démarrage de ces projets-là, puisque du coup, de fait, ils sont collectifs, donc ils vivent quelque chose. On a réalisé, nous, une étude donc, sur la Dordogne, le territoire dont je m'occupe. Ça fait 5 ans que l'incubateur existe sur place, et on fête nos 5 ans, et pour cette occasion, on a choisi d'avoir ce qu'on appelle une étude d'impact sur savoir qu'est-ce que ça avait généré en fait, pour les gens qui étaient passés par nos différents parcours, parce qu'on en a plusieurs, je ne vais pas les détailler ici, mais différents parcours, pour voir un peu qu'est-ce que ça avait produit chez eux. Et quand on a commencé à construire cette étude d'impact, on s'est posé la question si au final l'impact de l'accompagnement était sur est-ce que j'ai réussi ou pas à faire en sorte que la structure ouvre ou ferme. Bon, enfin, ouvre, autant que faire se peut. Mais du coup, est-ce que c'était ça finalement notre véritable impact? Parce que en tant qu'accompagnateur, on est quand même plutôt en face d'individus, et que ce qu'on transmet aux individus, c'est peut-être ça, l'angle d'attaque qu'on a eu sur l'étude d'impact qu'on a menée. Et donc pour faire ça, en fait, on a défini un certain nombre de critères, d'hypothèses, pour voir un peu comment on pouvait analyser les différents projets. Le premier axe qu'on s'est donné, c'était de se dire, est-ce qu'on a permis aux individus de s'émanciper? Bon, alors c'est un gros mot aussi, mais ça rejoint un peu la question du bonheur, c'est de se dire, est-ce que les compétences qui ont été acquises ou transmises dans le cadre des parcours d'accompagnement qu'on peut proposer, qui sont à la fois de l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif, a permis aux personnes d'être plus autonomes dans la gestion de leur entreprise, mais aussi peut-être dans leur vie quotidienne, peut-être dans l'engagement qu'ils peuvent avoir dans la cité, et au-delà de simplement j'ai mis en place le projet, oui ou non.
Et on a défini ces composantes de l'émancipation, il y a beaucoup de choses à mettre derrière, mais on les a définies sous 3 notions particulièrement, qui étaient la confiance en soi, la prise de confiance en soi, donc qui doit vous parler vous aussi en tant qu'accompagnateur de porteurs de projets, la capacité à s'engager, justement pour mesurer comment les personnes étaient en capacité d'aller vers d'autres choses que simplement la mise en place de leur projet. Et la dernière composante qu'on a inscrite là-dedans, c'était sur tout ce qui va concerner la coopération avec d'autres. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire justement à travailler avec d'autres dans ces dynamiques-là. Bon, il se trouve que les résultats sont plutôt positifs, donc on est plutôt content de ces aspects-là, en disant que les porteurs de projets qui ont été interrogés montrent qu'ils ont eu que notre action a eu un impact sur ces différentes composantes et sur la mise en place également des relations sociales. Donc ça, c'est un premier point. Après, du coup, dans l'accompagnement qu'on a nous sur les structures de l'ESS, la première chose qu'on leur fait travailler, parce que souvent ils viennent avec l'idée de je veux créer un café associatif, par exemple. Et nous, la première chose avec laquelle on travaille avec eux, mais je pense que peut-être vous aussi, c'est qu'on déconstruit ça en disant mais pourquoi? Est-ce que la finalité c'est d'être derrière un comptoir pour servir des cafés, ou est-ce qu'il y a une finalité autre, une vision plus globale qui vous dépasse en fait? Et on essaye de décentrer au maximum l'activité pour laquelle ils viennent, en essayant de recréer quelque chose de plus global, une vision de société, qui ensuite on redécoupe pour en arriver à l'activité. Si on fait ça, c'est parce que dans l'approche qu'on a, c'est de se dire, si demain vous vous rendez compte que votre activité de café associatif n'est pas viable, qu'est-ce que vous faites du coup? Votre envie d'entreprendre, elle est nulle, vous la mettez à la poubelle, vous rentrez chez vous et vous repartez en salariat. Ou alors, du coup, on trouve une autre façon de trouver un débouché vis-à-vis de... Alors, je sais pas, pour l'exemple du café associatif, ça pourrait être, j'ai envie de créer du lien social dans ma ville, ou dans ma mairie, dans ma commune. Du coup, on peut trouver d'autres façons de le faire que simplement avec un café associatif. On peut trouver une façon de garder cette énergie entrepreneuriale pour la redéployer sur d'autres activités en faisant cheminer un peu les porteurs de projets. Bon, je dis peut-être des choses sur lesquelles vous êtes aussi armés que moi là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est une façon où dans l'ESS on a toujours cette vision-là, puisque la création de valeur n'est pas, la recherche de la création de valeur n'est pas uniquement en termes de profit. En fait, elle a d'autres finalités qui va être une utilité sociale, une utilité environnementale, sociétale, etc. Et c'est là-dessus sur lequel on va s'accrocher pour se dire, en fait, on aura réussi si on atteint cet objectif-là, qui est autre que simplement la recherche du profit derrière ça, quoi. Il y a un autre élément assez intéressant qu'on ressort de cette étude d'impact, c'est sur le caractère en fait des gouvernances de ces structures. Donc je vous ai dit, c'est des structures qui sont collectives, qui ont des gouvernances collectives. Et on se rend compte, alors ça fait pas très longtemps, mais depuis 5 ans, il y a très peu de turnover dans les gouvernances. Ça veut dire que les gens qui sont là, ils sont là depuis le début, et ils sont toujours là, 5 ans plus tard, à gérer leur structure ou être présents dans la direction et dans les différents conseils d'administration potentiels. Ce qui nous permet de dire, ou en tout cas de supposer, que cette façon d'entreprendre, c'est une façon aussi de s'inscrire dans un territoire de façon durable, et qu'on n'est pas dans une recherche court terme en fait d'un bénéfice rapide, mais qu'au contraire on s'inscrit du fait de cette vision de société, de cet idéal, dans un projet qui va être de plus long terme et qui va être probablement plus profitable au territoire, et notamment du fait du caractère collectif que ça génère. Ça veut dire qu'on va embarquer autour de soi, pas soi tout seul, mais un certain nombre de personnes qui vont venir dedans. Et le dernier élément qui est aussi important à mentionner là-dessus, c'est que la façon dont on travaille, nous, on travaille surtout dans l'ESS en se posant la question du bénéficiaire, en fait, et de savoir quelle place le bénéficiaire final, qui peut être le client mais qui n'est pas forcément le client, peut avoir dans la gouvernance et dans la façon dont est proposé le service. Et donc on essaye au maximum de pousser, quand c'est possible, à ce qu'il y ait une représentation en fait, des bénéficiaires peut-être dans un organe de gouvernance, à ce qu'il y ait une réflexion, une intégration en fait, des bénéficiaires dans la stratégie ensuite de la mise en place des entreprises. Et donc là encore, c'est une façon pour nous de travailler sur la question du territoire. Ça fera sans doute le lien avec la CIT. On a aussi une particularité dans l'ESS, alors peut-être que c'est le prisme aussi qu'on a, mais on est beaucoup sur des activités de service, malgré tout. Peu sur des activités industrielles, en tout cas dans le cadre des parcours que nous on accompagne. Donc on va dire que c'est un peu corrélé les besoins avec, là on a eu le Covid, on a eu une vague d'émigration de gens de la ville qui venaient à la campagne. Je suis en Dordogne, donc on est plutôt dans un territoire rural où le foncier n'est pas très cher, ce qui a pu attirer un certain nombre de personnes qui étaient à la ville. Et avec une envie derrière ces personnes-là de retrouver peut-être des services qu'ils avaient à la ville, et donc puisqu'ils n'existent pas, puisque l'action publique ne les propose pas, ils se mettent eux-mêmes en action de les proposer et de les créer sur ce territoire-là. Donc du coup ils participent à la vie de ce territoire-là.
Sur les éléments que je voulais évoquer, il y a une dernière chose que je voulais évoquer, mais je l'ai mangé, donc c'est pas grave, ça va me revenir un petit peu plus tard. Non, mais il n'y a pas de souci. Tu as parlé du Covid, Benoît, toi justement, le post-Covid. Tu avais observé un phénomène, est-ce que tu peux, des entreprises, la posture des entreprises, est-ce que tu peux un petit peu nous le préciser? Oui, bonjour à tous. Alors, post-Covid, déjà, ça va dire quelque chose, c'est que moi, à titre personnel, et dans l'exemple que tu donnes, Pierre, avant le Covid, je travaillais à la métropole de Montpellier, et en post-Covid, j'ai rejoint Causse et Vallée de la Dordogne, un petit territoire de moins de 50 000 habitants au nord du Lot, avec des problématiques totalement différentes, et une implication des entreprises au sein du territoire totalement différente, et c'est là-dessus que je pourrais réagir, et notamment en post-Covid. C'est vrai qu'avant le Covid, il y avait déjà cette démarche-là dans certains secteurs d'activité, type le tourisme, où il fallait que les entreprises puissent offrir un certain nombre de choses à leurs salariés pour continuer à en avoir. Mais récemment, et notamment à la suite du Covid, lié à cette question un peu de tension, voire de grosse tension sur les ressources humaines, le rapport de force a changé. Et puis je pense, comme tu l'as souligné, que l'engagement des entreprises en milieu rural est différent. Je prendrai un exemple sur notre territoire. On a une boîte qui s'appelle Thio Ingénierie, qui est à Puybrun, un village de moins de 300 habitants. C'est une entreprise dans la mécanique des chocs, donc on ne sait pas trop pourquoi elle est là. Elle doit faire une cinquantaine de salariés, elle travaille pour la NASA. Toujours est-il, elle nous a déposé récemment un permis de construire, non pas pour agrandir son usine, mais pour construire un petit bâtiment où elle va proposer des locaux pour contribuer à attirer des médecins, avoir des appartements qu'elle peut prêter à ses salariés qui sont en phase d'arrivée. Et ça, c'est typiquement, normalement, la collectivité qui est en charge de ça. On le fait en lien, mais elle se rend bien compte qu'elle a d'autres moyens, une autre création de valeur que celle de la collectivité. Et donc, c'est en complément. Et elle joue parfaitement sa responsabilité de territoire, à savoir si elle veut pouvoir attirer et conserver des salariés et un cadre de vie particulièrement attractif, il faut qu'elle y contribue. Merci. Effectivement, donc voilà, que les entreprises réinterrogent et changent de posture vis-à-vis du territoire, notamment sur la question RH, qui existe bien sûr à la campagne, mais aussi en ville. Marilyn, pour rester sur le sujet de la responsabilité territoriale des entreprises. Aujourd'hui, qui pousse derrière? Qui est-ce qui influence? Est-ce que c'est une bande de chercheurs dont tu es à la tête avec un drapeau? Est-ce que c'est, j'en sais rien, des pouvoirs publics, des ONG? Est-ce que c'est des visionnaires, des chefs de grosses boîtes qui ont une vision, etc.? Qu'est-ce qu'il y a un petit peu qui porte ce renouveau de la pensée entre le lien entre entreprise et territoire? Oui, non, je pense que c'est variable selon chaque territoire, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que en fait, les acteurs vont jouer en fonction de leur territoire, de leurs ressources, de leurs forces et de leurs besoins. Et je trouve que l'exemple donné par Benoît et Pierre, enfin les deux exemples, ils sont tout à fait emblématiques de ce changement. C'est-à-dire qu'on va avoir des entreprises qui vont pas se dire que pour attirer exactement de la main-d'œuvre, eh bien, on va pas être stricto dans la ligne. Je développe une activité productrice, mais je vais chercher à regarder ce qui peut répondre aux besoins pour attirer. Et donc, ce n'est pas forcément un salaire, mais ça peut être une crèche, ça peut être du partenariat de compétences. Hein, on l'a vu avec différentes entreprises qui sont comme des entreprises, par exemple, comme Michelin, qui se dit, sur mon territoire, je peux mettre à disposition des compétences pour monter des projets, trouver des financements, aider les autres petites entreprises qui ont besoin et qui n'ont pas forcément les moyens de faire ça. Donc, je dirais qu'il n'y a pas forcément un acteur dédié à cette activité-là, mais c'est bien la rencontre et la prise en compte des besoins. Et c'est ça qui change fondamentalement les choses. Donc nous, effectivement, là, on va démarrer un programme de recherche en Nouvelle-Aquitaine. On a 20 cas d'études. Alors ça va de la SIC à la monnaie locale, en passant par le PTCE, le pôle agroalimentaire, un certain nombre d'actions collectives
qu'on voit émerger sur le territoire et qui ne sont pas forcément guidés par une personne, mais qui par contre vont avoir besoin d'une ingénierie pour accompagner ces processus-là, pour pouvoir générer de la confiance, de l'apprentissage et mettre en place des processus de concertation. Parce que peut-être que le bonheur est dans le territoire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est sur un territoire, on a aussi des fois des conflits et des intérêts qui sont divergents. Et pour autant, il va falloir travailler, donc voir comment on peut mettre en place des processus de concertation et d'écoute pour faire converger, et puis aussi pour se découvrir, parce que nous, les exemples qu'on a eus et le travail qu'on a mené, on s'est rendu compte que des fois, les acteurs ne coopéraient pas ensemble parce qu'ils ne se connaissaient pas, et ils s'imaginaient que le voisin, il était contre ou opposé. Et partir des besoins, comprendre quelles sont les attentes, bien on a vu que c'est ce qui fait la différence et ce qui permet d'enclencher des processus plus responsables et en même temps plus dynamiques pour le territoire. Parce que le territoire, c'est un construit social. Hein. De petits clics, oui. Donc, pour résumer cette première partie, donc une prise de conscience que le territoire devient une ressource, un potentiel. Le Covid a rompu, notamment perturbé, on va dire plutôt, la chaîne de valeur, l'a réinterrogé aussi, créé des vulnérabilités. Le territoire est maintenant perçu par les entreprises comme à la fois un lieu de maintien social, et c'est important notamment pour des enjeux de compétences, mais aussi un marché. Il y a la notion de marché, puisque il y a aussi répondre aux besoins, et on l'a évoqué, le territoire c'est aussi un marché, répondre aux besoins des habitants de ce territoire. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va garder les 3 lettres, on va juste un petit peu inverser les 2 dernières. Donc on va parler un peu de responsabilité entrepreneuriale des territoires. Donc on va faire un petit retour en arrière, ça sera beaucoup plus court, mais c'est un peu dans le même état d'esprit que ce qu'ont fait Marie-Hélène et Yann ce matin. Les collectivités, on va dire là plutôt, il y a quelques années, quand elles voulaient aider le développement économique, elles faisaient quoi ? De la zone d'activité. Voilà. Donc voilà, ça c'était une époque, on l'a tous connu, il y en a qui font encore, hein, et je n'oppose pas, etc. Donc ça c'était un premier temps. Et puis après, à cette réponse foncière, il y a eu une autre étape en complément, une réponse un peu immobilière. Puis tout d'un coup, les collectivités ont voulu répondre à des besoins de service des entreprises. Et puis il y a eu un petit changement de cap ces dernières années, c'est encore assez récent, et c'est pas partout, hein. Je généralise, mais c'est pas partout. Les collectivités se sont senties un peu plus à l'aise, et puis ça a été en parallèle aussi avec les évolutions législatives et de prise de compétences, pour parler stratégie avec les entreprises. Et donc, à engager des réflexions de dimension un peu plus stratégique, prospective avec les entreprises. On a vu apparaître les fameuses gestions territoriales des emplois et compétences. Fleurissent en ce moment les projets alimentaires de territoire. Donc là, la collectivité rentre dans le domaine un petit peu stratégique. Dans les réponses qu'apportent les collectivités, on voit aussi autre chose. Elles commencent à répondre aux besoins des salariés. Là, vous avez évoqué des projets privés, mais des projets de crèches vraiment portés par les collectivités pour répondre aux besoins des salariés. Donc voilà, les collectivités quand même multiplient, diversifient leurs réponses. Et dernièrement, on voit un nouveau besoin, c'est elles essayent de répondre, et on va voir comment, notamment avec l'expérience de Gilles, de répondre aux besoins des entreprises, à ce sentiment d'appartenance. Parce que c'est ce qui va d'une part attirer et faire rester aussi des salariés. Donc les collectivités travaillent notamment énormément sur ces sujets-là via des notions d'attractivité, de marketing territorial. Et peut-être Pierre, avant que tu nous expliques vraiment, Gilles, que tu nous expliques vraiment ce que c'est que le marketing territorial, juste, bon alors peut-être que pour moi, mais dans le doute, voilà, posé publiquement, tu peux juste nous rappeler la différence entre marketing et communication territoriale. Bon, et après, tu nous parles du marketing territorial quand même. Tu nous le détailles, tu fais pas juste. Alors, bon, merci, bonjour à tous.
Oui, alors définir le marketing comme ça en quelques secondes, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que la question qui se pose, c'est la question de la compréhension déjà de la demande, du marché, des besoins, des différentes cibles auxquelles on s'adresse. Et forcément, lorsqu'on parle de marketing territorial, on s'adresse à des cibles multiples. Ça peut être des entreprises, des porteurs de projets, il peut y avoir des touristes, il peut y avoir de nouveaux habitants, il peut y avoir des talents. Aujourd'hui, un des enjeux majeurs pour les territoires, c'est notamment l'attractivité que ces territoires ont vis-à-vis de certains talents. Ça peut être des entrepreneurs, mais ça peut être aussi voilà, toutes sortes de chercheurs. Et donc, le marketing territorial répond à un véritable besoin dans les collectivités. Souvent, on va citer des exemples comme celui de Lyon avec les marques territoriales qui ont été créées avec Only Lyon, mais aujourd'hui, autour de vous, vous avez beaucoup de marques territoriales et donc qui montrent que les collectivités en particulier et les différents échelons territoriaux ont pris conscience de la nécessité de s'armer pour attirer, convaincre les gens de venir s'installer, et d'une nécessité aussi de définir une offre territoriale qui comprenne en fait une multitude de choses assez disparates comme les écoles, les musées, les espaces verts. Il peut y avoir toutes sortes d'éléments qui contribuent finalement à la qualité de vie et à l'attractivité d'un territoire. Donc, le marketing territorial, c'est avant tout du marketing. Donc, c'est du marketing appliqué à des problématiques territoriales. Et donc, les éléments que l'on connaît en marketing depuis de très nombreuses années, une centaine d'années, eh bien, s'appliquent totalement au marketing territorial avec des volets qui vont être multiples, comme je viens de l'expliquer. Aujourd'hui, le marketing, on lui donne plusieurs tâches, plusieurs missions. La première, c'est de créer de la valeur pour les différentes cibles. Et donc, lorsqu'on parle d'offres territoriales, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui crée de la valeur ?
différenciation qui va être utile et qui repose très largement sur l'identité d'un territoire. On est ici à Sète, c'est un territoire qui a une très forte identité évidemment et donc qui peut en faire un élément de force dans l'attractivité du territoire. Mais au-delà de la communication des marques territoriales qui peuvent exister, il y a avant tout la logique du projet, ce qu'on appelle le marketing territorial du projet. Ça peut être des projets économiques, des projets sportifs, des projets numériques, notamment avec les questions d'infrastructures numériques et de lutte contre la fracture numérique qui peuvent se poser aussi. Il peut y avoir des projets écologiques, il peut y avoir des projets énergétiques. Et donc tous ces projets finalement sont fondamentaux et ensuite peuvent être mis en musique, bien sûr, au travers d'un certain nombre d'activités de marketing. Voilà, et c'est ça ce qu'on appelle le marketing territorial de projet. Merci. Merci Gilles. Pierre, là c'est vraiment Pierre. Toi justement par rapport à ce que tu as pu observer sur le territoire, sur ces approches de marketing territorial, hein, sans dissocier identitaire ou de projet, sans dissocier si c'était du marketing d'attractivité ou lié avec ambition de développement économique, tu as quelques observations, pas réserves, mais tu as observé un certain nombre de choses qui peuvent être intéressantes à nous faire partager, mais je pense que tu n'es pas le seul. Ok. Non, effectivement, et quand on a préparé ce temps-là en visio, parce qu'on parlait beaucoup d'attractivité en fait, et la question qui se posait derrière, c'était de se dire si on est attractif, c'est au dépend des autres en fait. Enfin, du coup, donc il y a une logique de compétition dans les territoires. Et par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question du temps long en fait, et l'enjeu, et ce que tu évoquais aussi en fait sur l'idée de projet en fait, de quelque chose qui va embarquer des sphères au-delà de l'entreprise individuelle, mais qui va embarquer les citoyens, les associations, les entreprises, les collectivités, et qui va se donner une vision de long terme. La question qui vient derrière, c'est est-ce qu'il faut que ce soit l'EPCI à l'échelle de sa communauté de communes qui le fasse et qui du coup le fasse aux dépens de celle de la côté, ou est-ce qu'en fait il y a des espaces d'échelle où c'est l'échelle du département, c'est l'échelle de la région, et qu'il y ait des réflexions un peu de projet de territoire qui se coordonnent aussi de ce point de vue-là, et pour éviter qu'on rentre effectivement dans des logiques après qui peuvent être un peu absurdes où voilà, la collectivité X va attirer plus que la collectivité Y et ils sont à côté et l'un va le faire aux dépens de l'autre, alors que c'est bien tout un ensemble de tout ça. Je crois que c'était à peu près ça la réflexion qu'on a eue à ce moment-là. Ouais, bon, c'est la question de la compétition, de la concurrence que peut générer certaines approches, pas toujours. Voilà, ça fonctionne d'échelle. Benoît Covaldor s'est emparé du sujet il y a quelques années, peut-être depuis que tu es arrivé, peut-être c'était un peu avant, de cette notion d'attractivité. Est-ce que tu peux dire un petit peu, de cette notion d'attractivité et surtout de la responsabilité entrepreneuriale du territoire? Et peut-être que au sein de la collectivité, vous avez basculé sur une autre manière de penser, du coup de voir et de faire. Tu peux nous parler, de témoigner sur ce que vous faites et portez? Oui, je vais me contenter d'un témoignage qui n'est pas du tout un enseignement général, mais sur le territoire sur lequel je suis. Je vais vous raconter un petit peu comment les choses ont évolué ces dernières années. Déjà, juste de manière anecdotique, l'agence dont je m'occupe était une agence d'attractivité avant. Et nous l'avons rebaptisé non pas agence de développement économique, mais agence économique. On a aussi enlevé le mot développement, parce que vous comprendrez dans mon propos que quelquefois le développement n'est pas nécessairement générateur de bonheur territorial, que c'est des choses à réfléchir. Donc il y a à peu près 2 ans, quand je suis arrivé sur le territoire, post-Covid, la question et les habitudes de l'agence par le passé étaient, on a parlé d'objectifs, et tu l'as dit tout à l'heure, souvent les indicateurs c'est création d'emplois, chiffre d'affaires, vraiment des choses très très basiques, mais finalement c'est le rapport des agences ou des consulaires, où j'imagine vraiment c'est se prévaloir de nous avons contribué à créer X milliers d'emplois, et ça sans réellement réfléchir quel est l'objectif. C'est un objectif un peu quantitatif et pas, en tout cas qui ne va pas nécessairement contribuer au bonheur du territoire. Donc moi j'arrive sur le territoire et j'en profite, comme j'arrive, on rebat les cartes, j'organise avec le territoire, mes élus, les entrepreneurs, quelques porteurs de projets,
un design sprint avec une agence montpelliéraine qui est vraiment très très bien design thinking sur le sujet, le Labs 214, et on travaille un petit peu sur quelles sont les valeurs du territoire et où on veut aller. Où on veut aller, comment on va y aller, et finalement, eux, ils ont le cabinet qui nous accompagne a beaucoup cette notion de design de service et savoir quel est le service qu'on va offrir, parce que finalement, on est une agence, mais quel est le but de tout ça? Donc on rebat un petit peu les cartes et on se rend compte finalement qu'on a la chance d'être sur un territoire prospère dont le premier problème n'est pas de faire encore du développement, puisqu'on arrive post-Covid, on a du mal à trouver les ressources humaines nécessaires au développement du territoire. Le zéro artificialisation net est en train d'arriver à vitesse grand V, donc il vaudrait mieux choisir ce qu'on fait des quelques parcelles qui nous restent. Et en fait, il y a aussi la vague de fonds qui arrive enfin sur le développement durable, qui nous dit aussi que toutes les denrées sont limitées, il vaudrait mieux choisir ce qu'on en fait. Fort de ça, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'en plus pour chaque territoire ça va être un petit peu sensiblement différent, mais en tout cas on réfléchit à qui on va accompagner et qui on ne va pas nécessairement accompagner. Alors on ne va pas lui mettre des bâtons dans les roues pour autant, mais on a un temps limité dans la semaine, dans l'année, des équipes limitées, il faut pouvoir arbitrer un petit peu sur le choix des projets qu'on souhaite accompagner. Donc là-dessus on a vraiment fait ce gros travail, validé en amont par le territoire et par les élus pour vraiment avoir cette feuille de route qui ne cherche pas nécessairement à de la croissance. Je prendrai notamment le cas du tourisme parce que c'est très, très médiatique, mais effectivement, il y a certains territoires, à force de dire oui à tout développement touristique, le regrettent puisque ça peut aller à l'encontre de tout autre développement. Et donc là-dessus, il faut pouvoir prendre du recul, être capable de ne pas toujours accompagner indifféremment tous les projets. L'autre élément qui est ressorti de tout ce travail, c'est que finalement, en territoire rural, alors que moi, en territoire urbain, je pensais le contraire. En territoire rural, il y a peut-être un manque d'opportunités des porteurs de projets ou des entreprises de se croiser. Donc l'animation économique sur ce type de territoire prend une toute autre dimension, une toute autre utilité, peut accroître le business intra-territoire, les circuits courts, la notion d'appartenance au territoire, la responsabilité territoriale des entreprises qui va entre eux, on va pouvoir générer des discussions et se dire qu'ensemble ils peuvent solutionner un certain type de problème et pas toujours attendre que les collectivités, les chambres consulaires ou quel que soit l'échelon s'en charge et que chacun prenne sa part de responsabilité. Donc on a pu développer toute cette animation économique, et un des champs sur lesquels on a beaucoup travaillé, et je terminerai par cet exemple très concret, c'est cette question d'attractivité des ressources humaines. On a d'ailleurs travaillé avec la DEFPAT, et on a fait des livrables très concrets, et maintenant on espère que les entreprises l'utiliseront de plus en plus souvent. C'est que dans leur offre d'emploi qui était uniquement descriptive du job, on a travaillé avec elles, mais de manière vraiment très micro-territoire, qu'on puisse contextualiser sur justement les aménités du territoire, le bonheur que le territoire pourrait générer auprès des salariés, et dans l'offre d'emploi, au même titre qu'il y a la rémunération et la job description, on a les qualités intrinsèques du territoire. Alors chez nous, ça ne va pas être les grands musées ou les grands stades ou les grands sportifs, mais plutôt la Dordogne ou d'autres types de non-densité. Mais c'est bien ça que les entreprises font ressortir, et donc on voit bien ce lien qui a été souligné un petit peu par tout le tour de table d'aller-retour entre les besoins de l'entreprise pour le territoire et du territoire des entrepreneurs. Merci. Donc là, dans cet exemple-là, on voit deux choses, que on va apporter un regard nouveau sur les externalités négatives
Hein, attention, on ne prend pas tout, on n'accompagne pas tout. On va travailler l'animation, le faire ensemble, le vivre ensemble. Et puis, un autre sujet, c'est que peut-être aussi sur cette collectivité-là, il y avait une tendance à vouloir chercher ailleurs des entreprises à faire venir, et que maintenant, c'est peut-être moins d'actualité. Comment vous abordez, plus travailler avec le réseau sur place ? Ça y est, moi aussi. Ouais, tout à fait. Il y a aussi, alors moi j'ai travaillé pour un certain nombre de collectivités, je disais tout à l'heure Montpellier. Un des objectifs du job, souvent, c'était aller chercher le trophée de la PME qu'on viendrait chercher d'ailleurs du territoire, qui viendrait créer magiquement 300 emplois sur le territoire, le trophée politique ultime. Et effectivement, je pense que là-dessus, d'autant que le territoire est petit, et pour autant, avant, ils en fantasmaient aussi, c'est plus le but, parce que on se rend compte au fur et à mesure que si les projets ne sont pas à la taille et en phase avec les valeurs du territoire, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible d'un coup sur un territoire, même à l'époque où je travaillais à Montpellier, le seul dossier en 10 ans que j'ai vu de 300 emplois, eh ben, il a fallu quelques années pour les pourvoir, parce que c'est pas si facile que ça de trouver. Donc la volonté d'aller chercher à l'extérieur est plus du tout la même, et je pense que c'est se concentrer sur déjà ce qu'on a et d'accompagner correctement les forces endogènes au territoire, à la marge, à les compléter sur des manquements, mais ça il faut définir ensemble quels sont les manquements, parce que tout nouveau entrant sur le territoire, quand on est en quasi plein emploi, va de toute façon générer un certain nombre de chocs et venir puiser dans les forces vives qui sont déjà limitées. Alors on va rester sur le mot manquement. Justement, Pierre, c'est manquement. Messieurs, vous êtes vexants, donc le bon Pierre, t'es vilain, hein. Donc Pierre, justement, sur ces manquements au territoire, notamment par le dispositif de la fabrique à initiative, on va prendre le manquement super classique que tout le monde connaît, le manquement de logement. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ? Oui, je peux vous raconter l'histoire. Du coup, c'est dans la poursuite de ce qui vient d'être dit par Benoît. Donc, la Fabrique Initiative, c'est un dispositif qui existe depuis une dizaine d'années maintenant, qui est porté par divers acteurs sur le territoire en France, en fait. Et nous, on le porte sur la région, en partie sur la région de Nouvelle-Aquitaine. L'objectif de ça, c'était de se dire, en fait, il y a des besoins d'un territoire, donc on est typiquement dedans, mais en face, on trouve pas de porteur de projet. Donc, je sais pas, ça va être une collectivité qui a un local vide, ça va être, je sais pas, ou ça peut être plein de choses comme ça. Et donc l'idée, c'est d'amener à construire un tour de table de personnes qui vont discuter ensemble en mettant des professionnels du secteur en question, des citoyens, des associations, des collectivités, des entreprises, et de se dire ensemble on identifie ce besoin, on le qualifie, et quelle solution on pourrait inventer ensemble pour pouvoir répondre à ce besoin, et si possible, puisqu'on a toujours ce prisme de l'économie sociale et solidaire, que ça aboutisse à la création d'une structure dans le champ de l'économie sociale. Donc ça, c'est le process un peu vulgarisé de la Fabrique Initiative, et dans ce cadre-là, nous sur la Dordogne, effectivement, on a un problème de logement en territoire rural, et le problème de logement, il vient pas forcément du foncier qui est pas disponible, il vient du fait que la location est très difficile à obtenir, c'est-à-dire que acheter, ça peut être potentiellement possible, mais quand on vient sur un territoire qu'on ne sait pas si on va y rester, on n'achète pas forcément, on préfère louer, et là l'offre de locatif est quand même plutôt limitée dans ces endroits-là. Et on a travaillé donc avec la communauté de communes de Sarlat, qui est confrontée à un tourisme de masse, où le locatif là-bas, notamment l'été, est réservé du coup aux touristes, donc ne peuvent plus le loger les saisonniers. Donc on a une problématique ensuite de recrutement chez les restaurateurs ou chez les loueurs de canoës, enfin tout le secteur du tourisme qui pâtit de ça. Et donc le travail a été de voir un peu quelle solution. Alors on n'a pas trouvé la solution ultime, on va expérimenter des choses, mais notamment ce qui vient d'être évoqué
évoqué, on en est arrivé à cette conclusion-là, c'est que dans l'offre aujourd'hui de diffusion des offres d'emploi de saisonniers, il fallait maintenant valoriser le territoire, valoriser la possibilité de logement. C'est-à-dire que c'est pas juste on vous offre un poste, un salaire, c'est on vous offre un poste, un salaire, et potentiellement, si vous avez besoin, on peut aussi vous faciliter un accès à un logement direct, en fait. Et en responsabilisant aussi les employeurs sur cette question-là, en disant c'est pas juste un salaire que vous allez donner, c'est aussi un cadre de travail et une possibilité pour attirer du coup des gens et remplir potentiellement les emplois qui ne sont aujourd'hui pas pourvus. Donc l'étude est en cours, on espère pouvoir expérimenter quelque chose l'année prochaine. Mais voilà, on est bien sur la réponse à un besoin qui s'est construit, qui s'est co-construit avec un club d'entreprise, avec une collectivité, avec le secteur et le tissu associatif, et qui amène à faire des solutions. Et je pense que c'est comme ça, en tout cas, qu'on peut avancer sur tous ces sujets, et notamment effectivement sur les apports et les difficultés d'embauche en main d'œuvre. Donc on voit là dans l'exemple que vient de citer le vrai Pierre, il vient là dans la recherche de citer un certain nombre d'acteurs. Donc on voit bien que c'est une approche très collective. Et Marilyn, est-ce que tu pourrais réagir sur justement comment on passe de cette dimension, de la dimension individuelle, et y compris dans nos métiers d'accompagnant, j'accompagne un entrepreneur, un porteur de projet, à une dimension collective. Est-ce que tu peux nous apporter un petit éclairage ? Oui, moi j'ai trouvé que les deux exemples, ils sont très très riches, quoi. Ça dit beaucoup de choses. Ça dit beaucoup de choses parce que finalement, on discute du faire société et on discute de constituer, d'animer, de participer à une communauté. À une communauté qui n'est pas seulement d'individus ou d'entreprises, mais une communauté avec toutes les parties prenantes du territoire, et y compris ce que nous on appelle les écosystèmes vivants, quoi. Doit prendre en compte aussi l'environnement, les animaux, le bien-être des animaux, etc. Donc en fait, c'est quelque chose de très, très, très vivant, et en même temps, chaque territoire, il n'y a pas de baguette magique. Et ça, c'était bien de souligner les exemples parce qu'on n'attend pas que ça vienne de l'extérieur, mais on se prend en main, on se prend en charge, on essaye de trouver des solutions concrètement, on n'attend pas que quelqu'un arrive et puis ait la solution à tous les problèmes. Et ça, je pense que c'est un enseignement qui est très très important parce que ça montre le basculement, le changement dans la logique. Automatiquement, on va chercher à créer des solutions collectivement, en identifiant les besoins, en cherchant à regarder comment on peut faire avec ce qu'on a. Et moi, je dirais qu'il y a peut-être deux choses sur lesquelles on n'a peut-être pas... tu parlais de manquement, mais c'est pas des processus d'enfermement localistes. C'est pas ça. C'est vraiment... c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé à dire c'est en réponse aux grands défis. C'est-à-dire qu'on va être sur des processus où on co-construit en local, mais parce qu'on répond à des défis qui sont ailleurs. Et on regarde comment on peut progressivement construire. Et donc ça veut dire qu'on va faire appel, évidemment, à des questions de gouvernance, à des questions de gouvernance territoriale. Mais pas dans j'empile le millefeuille administratif territorial. Je co-construis des niveaux où je trouve une solution à un niveau local et progressivement, cette solution-là, elle va engager des parties prenantes à des niveaux qui sont différents en complément à. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme une mayonnaise, quoi. Vous commencez tout petit et puis ça prend. Et cette gouvernance-là, elle va se mettre en œuvre, mais pas sur de l'empilement administratif, mais vraiment sur de l'interaction gagnant-gagnant. Et ça, c'est un processus... en fait, ça m'évoque... je pense que c'est important de le souligner par rapport aux deux exemples aux témoignages de Benoît et de Pierre qui sont extrêmement riches et qui nous disent beaucoup sur comment je peux me mobiliser, comment je peux réagir, comment je peux agir pour co-construire. Et cette co-construction, elle s'inscrit aussi dans le temps. Et c'est peut-être une des particularités, et je terminerai peut-être sur ça. Elle se construit dans le temps parce qu'elle va reposer sur des apprentissages et sur le développement de patrimoine collectif. Alors... ça peut être du patrimoine culturel, ça peut être un patrimoine qu'on va définir et qui va donner du sens à la communauté. Et ça, je pense que c'est vraiment très important parce que je crois que ça permet de renforcer l'appartenance, l'engagement et de faire du sens. On va pas peut-être trouver les réponses au changement climatique. C'est en local qu'on va commencer à faire les choses, quoi. Et ça, je pense que il me semble en tout cas que c'est important, et c'est important du coup de voir comment vous saisissez de ces questions-là et comment vous évoluez
et changer les choses. Du coup, merci Marilyn. Gilles, tout à l'heure tu nous as parlé un petit peu de ce qu'était l'offre territoriale. Tu nous as parlé de marketing territorial et tu as brièvement évoqué le fait que vous accompagnez aussi les entreprises d'un territoire à développer leurs compétences en marketing. Mais est-ce que tu es en train de tester ou d'imaginer de manière un peu pratico-pratique une initiative que vous avez dénommée le mètre carré rural? Est-ce que tu pourrais, même si c'est pas encore complètement opérationnel? Ah bah si, c'est opérationnel. Alors nous dis où vous en êtes. Alors oui, oui. Alors je ne suis pas le seul à avoir pris cette initiative. C'était avec Pierre Alzingre, que certains connaissent ici probablement. Et donc ça s'appelle le mètre carré rural. Et chaque année, on fait un appel à des collectivités pour qu'elles nous soumettent des problématiques de marketing territorial. Donc on avait travaillé avec la vallée de la Maurienne, avec la région de Basse-Terre en Guadeloupe, avec certaines communes, je crois dans le Périgord aussi. Enfin, donc ça fait 3-4 ans qu'on a lancé ça. Et ensuite, l'idée, c'est que les étudiants, par groupe, les accompagnent pendant plusieurs mois pour élaborer une réponse à une problématique territoriale. Donc, comment attirer les touristes, comment faire du tourisme durable, comment faire venir les entreprises, comment développer... Expérience que l'on fait avec les étudiants du master, qui s'appelle le Master Marketing, Innovation et Territoire, donc à Montpellier Management. Et c'est donc la collaboration que l'on a avec Alter Incube et aussi le pôle réaliste de la région, où là, ce ne sont pas des collectivités que l'on accompagne et que les étudiants accompagnent, ce sont des entreprises de l'ESS. Et là aussi, que ce soit sur le réemploi des matériaux du bâtiment, sur le zéro déchet, sur la transition écologique ou sur plein d'autres sujets, eh bien, les étudiants vont aussi élaborer des réponses marketing à des problématiques qui sont à la fois économiques mais aussi sociétales, avec l'idée de faire émerger un certain nombre de business models qui soient soutenables. Du coup, dans les exemples que tu nous as évoqués, on retrouve cette notion de collectif. Ce que je lis en diagonale aussi dans vos propos, c'est qu'on est en train de passer peut-être d'un référentiel d'attractivité pure à un référentiel de la transition. Et ça, c'est important, et c'est important que vous l'ayez, me semble-t-il, intégré dans vos pratiques, vos outils, pour mieux répondre aux besoins des entrepreneurs présents et futurs. Avant de laisser peut-être la parole à la salle, on va tenter une expérience. Alors, il y en a là, parmi la carte, qui m'ont dit j'ai pas réussi, donc on va voir lequel ou laquelle. Avant de vous passer la parole, je vais leur poser les questions. Et ils vont avoir un temps très court pour y répondre. Donc les questions, tous les 4, attention. Non, il n'y a pas de top chrono, mais si vous voulez, on peut en mettre un. Donc, est-ce que vous pouvez donner
Voilà, ça y est, ils sont en train tous de vas-y, toi, moi je veux pas. Voilà, là ils sont en train de se défiler. Voilà, parce que je voulais qu'ils répondent qu'ils vous donnent des conseils, mais très pratico-pratiques, que vous puissiez partir dans votre valise avec the next step pour engager quelque chose, pas dès demain parce que vous restez ici, mais dès votre retour au bureau. Donc, allez, lequel de vous quatre me donne un conseil aux accompagnants dans la salle pour aider les entreprises à aller vers la RTE? Attention, 1 minute. Ouais, moi je commence. Vas-y. J'ai pas de conseil à vous donner sur la façon de faire vos métiers. En revanche, mon conseil, c'est d'expérimenter et de faire valoir aussi le droit à l'expérimentation, parce qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution unique, et de dire qu'ensemble, on est plus fort. Et c'est pas que de l'économie sociale et solidaire, mais je pense que pour tous, c'est une bonne incitation à travailler et à co-construire. Merci Marilyn. Si, c'est bien comme conseil. Même si moi je trouve que c'est bien. Allez, hop, un autre qui se jette sur le conseil pour mettre en place la RTE ou au moins la dimension territoriale. Pierre. Alors, je ne sais pas comment c'est possible en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes. On a souvent, nous, tendance à construire ce qu'on appelle des comités de pilotage, et qui reviennent un peu à ce qu'évoquait Marilyn sur les instances un peu de gouvernance, dédiées à un sujet ou à une problématique ou à une chose comme ça, et on essaye d'élargir autour du porteur de projet, ou en tout cas de faire rencontrer le porteur de projet avec la collectivité, le club d'entreprise, etc. Et que la vision de fond que j'évoquais tout à l'heure, quand on lui dit pas c'est un café associatif, mais on va essayer de chercher un peu plus haut, qui pose ce sujet de fond et qu'il puisse entendre ce que les autres autour disent. Donc ça pourrait être, je ne sais pas comment c'est possible en fonction de vos façons d'accompagner, un conseil pour intégrer la dimension territoriale et le dialogue territorial qui peut se mettre en place autour d'un projet. Ok. Gilles, Benoît, tout de suite un petit conseil qui vous vient, ou vous pouvez dire non, je sais pas. J'ai une deuxième question, hein, si vous avez un petit conseil rapide. Alors là, je reprends ma petite casquette d'universitaire. Moi, j'aurais tendance à dire que parmi les parties prenantes justement du développement des territoires, il y a quand même aussi les universités, il y a les étudiants, il y a les écoles. Et qu'il ne s'agit pas simplement de mettre autour de la table que des entreprises et des développeurs économiques ou territoriaux ou des élus. Et donc ce que l'on fait avec le mètre carré ou avec les autres structures, hein, c'est typiquement ça. C'est-à-dire qu'on prend aussi notre part de responsabilité dans le développement du territoire. Donc on est prêt à jouer le jeu, évidemment. Les étudiants sont ravis de le faire. Il y a aussi, bien sûr, et on le sait aujourd'hui dans des logiques d'open innovation, une nécessité de mettre autour de la table des laboratoires de recherche et toutes sortes d'acteurs. Et donc, c'est probablement sur ce point-là qu'on doit travailler de part et d'autre pour améliorer les choses et faire en sorte que les territoires se développent. Ok, merci. Benoît, un conseil sur la RTE, mettre en place la RTE dans vos outils, votre mallette d'accompagnant ou la dimension territoriale ? Non, ouais. Allez, ouais. Je dirais simplement, comme je l'ai souligné dans mes exemples auparavant, alors tout va dépendre des territoires, mais c'est réussir à accompagner, être en phase avec ses valeurs et accompagner les projets qui ne sont pas déséquilibrants et qui sont en face des valeurs du territoire, sans quoi effectivement il n'y a pas de co-construction possible, pas d'adéquation et on va un petit peu dans le mur. Ok, deuxième question, c'est parti, bip, mettez les mains sur le buzzer, Marilyn. Non, qui veut? Alors, un autre conseil. Alors attention, on inverse, hein, vous avez vu, j'avais changé RTE, RET. Là, quel est le conseil que vous donneriez aux accompagnants dans la salle pour aider les territoires à répondre aux besoins des entreprises et de leurs salariés, bien sûr? Ouais, mais c'est parce que vous n'avez pas tous bien répondu à la première question. Vous êtes un peu égarés. J'ai inversé les deux questions, donc j'ai déjà répondu à la deuxième. Oh là là, il s'est échappé. Allez, qu'est-ce que... Alors, si Pierre me dit la fabrique à initiative, non, c'est trop facile. Donc, Marilyn, vite une idée pour sauver la face. Ah mais il n'y a pas de face à sauver là. Moi j'ai hâte d'avoir les questions de la salle, quoi. Eh ben du coup, on va prendre les questions de la salle et puis c'est vous qui allez poser et qui allez chercher les conseils qui vous vont bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Eh ben voilà.
Merci. Didier Arduin, donc je suis responsable du pôle développement filière et territoire à la Chambre de métier de l'artisanat du Tarn. Je voulais avoir votre point de vue sur le mécénat, pour savoir si, selon vous, le mécénat est un outil intéressant, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire responsabilité territoriale des entreprises ou responsabilité entrepreneuriale des territoires. Réfléchir un petit peu, de vous répartir. Merci. Voilà. Merci pour votre intervention. Alors, je suis Mélanie Davignon, je suis accompagnante de start-up digitales et entreprises créatives en pays catalan, donc au pôle Action Média. Alors, j'ai pas vraiment une question, mais c'était plutôt une proposition. Je me suis un petit peu amusée pendant que vous interveniez. Et je propose en fait... et je vous propose... Ah, écoutez... et je vous propose un petit titre qui répondrait peut-être à la question que vous avez émise, qui est « Le bonheur est dans la coopétition territoriale responsable ». Et j'ai un petit peu résumé une réflexion. Donc, je fais un petit teasing aussi de l'intervention de demain de Dominique Vian sur le kit de survie à l'incertitude. J'ai un peu résumé ça simplement, mais je me suis dit, bon, qui dit coopétition, dit partenaire, dit partie prenante, dit effectuation, dit ISMA 360 pour émergence de projets communs. Et je laisse là la réflexion. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre question, à part celle du mécénat? Oui, Dorothée. Merci beaucoup, merci pour vos interventions. Moi, j'ai une question donc, pour Gilles. J'allais vous appeler Pierre, mais je sais que non. Vous avez évoqué donc la coopération des universités avec les territoires. Est-ce que vous avez une méthodologie pour ça? Parce que moi, je m'occupe du réseau des pépinières et incubateurs, ça m'intéresse. Gilles, mais je peux répondre oui, rapidement. Je pense que là, on se reposera la question du mécénat, mais là, c'est direct. Disons que c'est très facile, souvent. Sur la question de l'accompagnement entrepreneurial, j'ai mon collègue ici qui est dans la salle, que vous connaissez peut-être, Karim Messegem, et je vous conseille déjà d'aller le voir. Il y a le Labex Entreprendre, dont je fais partie aussi, à Montpellier, donc c'est organisé. Et donc il y a de plus en plus d'initiatives dans les universités qui visent justement à mettre autour de la table les différents acteurs de l'accompagnement. Et aussi, alors au-delà du Labex Entreprendre ou de ces initiatives-là, il y a aussi un grand nombre de chaires qui se créent. Hein. On entendait parler de coopétition, il y a une chaire sur la coopétition aussi à Montpellier. Moi j'ai une chaire sur la ville intelligente, sur les territoires intelligents. Et donc ces chaires-là qui se multiplient montrent bien la volonté des universités d'aller vers les entreprises, vers les acteurs du territoire, vers les écosystèmes et aussi de mettre autour de la table les étudiants. Donc c'est typiquement pour ça que je suis là et pour ça que de nombreux universitaires participent aussi à Procréa. Alors du coup, Marilyn veut bien se lancer pour répondre à la question de monsieur, sur la question du mécénat. Non, mais c'est une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question, tout simplement parce qu'elle illustre qu'il n'y a pas d'acteurs qui soient hors ces écosystèmes, qu'au contraire, les fondations, elles ont toute leur place dans ces processus-là, à la fois parce qu'elles vont accompagner le développement de projets, et c'est vrai que ce sont aussi des projets qui ont besoin d'argent, mais aussi parce que ça fait sens. Alors, on ne finance pas forcément tout, mais en revanche, on est partie prenante dans la co-construction d'une communauté, d'un système et d'un territoire, et c'est très important d'avoir ces acteurs-là. Donc moi je crois qu'il y a un travail qui a été fait, il y a un podcast sur la Fondation de France, justement on l'a dédié à RTE et comment le mécénat de compétences se positionne sur ce développement territorial et sur ces processus-là. Donc non, moi je crois que c'est très important, et c'est aussi pour ça, franchement, que moi je suis venue. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et plus on connaîtra les contraintes des uns et des autres, plus on sera à même de travailler ensemble. Hein. Et le fait de dire est-ce qu'on a une méthode pour travailler avec des universitaires, etc. Ben moi, pour travailler avec des entreprises depuis très 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 longtemps, enfin depuis toujours en fait, c'est important de créer un langage commun et de partager un certain nombre
de valeurs et de pouvoir au moins se dialoguer. Et ça prend du temps. Mais en même temps, c'est gagnant-gagnant et c'est vraiment important de pouvoir y aller. Et voilà, Gilles a bien précisé les différentes dispositions et je pense que dans toutes les régions, il y a des chaires, il y a des programmes de recherche. Moi, en tant que chercheur INRAE, on a des projets qui sont dédiés à la recherche en partenariat avec les régions, avec les acteurs. Donc ça, c'est vraiment très important de pouvoir développer ça. Juste pour répondre pour compléter un petit peu, sur le mécénat, pour l'avoir pratiqué par ailleurs dans d'autres fonctions et d'autres cadres, déjà on peut parler de mécénat territorial. Voilà, de mécénat territorial, et c'est aussi souvent un bon levier pour fédérer des entreprises sur un territoire, voilà, et au service de leur territoire. Voilà. Donc, vous voulez réintervenir ou... riches patrimonialement parlant et qui n'en auraient pas les moyens peuvent effectivement peut-être faire appel aux entreprises du territoire en leur disant voilà, c'est gagnant-gagnant, vous mettez-vous en avant votre savoir-faire, vos compétences au travers de la rénovation, on va dire, de ce bâtiment, et nous, on peut ainsi continuer à attirer du tourisme sur le territoire. C'est exactement ce que vous disiez, hein, c'est sans faire appel à des fondations nationales, mais peut-être du mécénat local, gagnant-gagnant entre territoire et entreprise. Voilà. Mais... Alors nous, effectivement, on a la Fondation du patrimoine, et ces derniers temps, cette question-là, quand même, avec l'argent public qui est de moins en moins présent, on a le tour des popotes sur la culture, sur le patrimoine, c'est quand même beaucoup de sollicitations. Mais je voulais prendre l'exemple d'une autre société sur notre territoire, sans la citer, qui, elle, a dédié une certaine quantité d'argent à ce type d'action et fait voter ses salariés pour savoir s'ils préfèrent sponsoriser le foot du village ou l'église. Et je vous laisse deviner. S'il n'y a pas d'autres questions, j'espère qu'on a réussi notre objectif, qu'on vous a apporté quelques éléments qui vont vous permettre de tendre vers ce fameux bonheur territorial. Donc c'est quelque chose qui est à suivre, qui va évoluer, j'en suis convaincue, parce que les choses bougent, il y a quelques urgences et c'est l'un des chemins. Voilà. Merci à vous et à...